Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Merci de bien vouloir laisser un message après le bip sonore. Bonjour, je suis Georges Caudron, mais je ne suis pas certain que vous reconnaissiez ma voix. Je suis seulement là pour vous dire que vous pouvez faire confiance à Guigui lorsqu'il vous parle d'une de ses séries préférées. Mais attention aux spoilers, la vérité est ailleurs. La première partie de notre vidéo s'est achevée quand l'agent spécial Dana Scully, à la demande de sa hiérarchie, intégrait le service des affaires non classées. Sa mission était de mener un audit des activités de l'agent spécial Fox Mulder, et de rédiger des rapports périodiques sur la validité et l'utilité de ses travaux. Mais quelle est l'origine de ce service exactement? Est-ce réellement un hasard si Mulder le Martien travaille sur ces fameux dossiers classés X? Nous poursuivons notre analyse avec les événements s'étant déroulés durant les 2 premières saisons. Bien sûr, pour bien comprendre cette vidéo, il faut avoir tous les épisodes en tête. La toute première affaire non classée fut officiellement ouverte en 1946 par J. Edgar Hoover en personne. Cet homme qui fut durant près d'un demi-siècle le patron charismatique du FBI. À l'époque comme aujourd'hui, le bureau ne pouvait se permettre de fermer les yeux sur des crimes fédéraux, et ce, qu'ils impliquent ou non des forces surnaturelles. Dès lors, des enquêtes furent ouvertes pour la forme, mais elles trouvèrent rarement une issue satisfaisante. Ce qui n'avait rien d'étonnant, puisque les excès de zèle d'agents spéciaux tels qu'Arthur Dales étaient sévèrement réprimés. Les directives du Department of Justice étaient claires. La vérité sur le monde paranormal devait demeurer secrète, ceci dans le plus haut intérêt de la nation. La direction du FBI se faisait donc un devoir de réduire de manière conséquente les chances de succès dans ces affaires. Le soir du 27 novembre 1973, Tina et Bill Mulder quittaient leur maison pour se rendre chez les Galbrand, où ils étaient invités à dîner. Avant de partir, ils confiaient à Fox la responsabilité de veiller sur Samantha. Bill savait ce qui allait se produire à 20h53 ce soir-là, puisqu'un mois plus tôt, alors qu'il s'y refusait jusque-là, il avait donné son consentement pour que sa fille fasse partie de la prochaine vague d'enlèvements extraterrestres. De ce fait, il a entièrement programmé la quête de son fils. Ce drame marqua l'enfant pour la vie, faisant naître chez lui un terrible sentiment de culpabilité, mais aussi et surtout un puissant désir de revoir un jour sa sœur en vie. William Mulder savait que Fox devrait déjouer les rouages de la conspiration et exposer le projet pour espérer retrouver Samantha. Comme en témoigne son CV, le fait que Fox ait entamé une carrière au sein du FBI est loin d'être anodin. Le kidnapping étant un crime fédéral, il savait que cette agence lui donnerait les moyens de découvrir la vérité. Samantha n'a pas été rendue à Bill Mulder, car ses collègues avaient senti la menace que représentait le dissident solitaire. Son aversion pour la collaboration faisait de lui quelqu'un de dangereux. Garder sa fille constituait donc un excellent moyen de contrôle. C'est CGB Spender qui prit en charge l'éducation de Samantha au cœur d'une base militaire de l'Air Force. Une situation qui fut exploitée par Bill dans sa stratégie à long terme. En refusant à Fox des retrouvailles occasionnelles avec sa sœur, il continuait d'écrire son destin. Malheureusement, l'homme au morlaix allait deviner rapidement les intentions de Bill et, à son tour, décider d'utiliser la quête de Fox pour servir ses propres intérêts. L'agent spécial Diana Foley a toujours été un membre actif du syndicat, et sa rencontre avec l'agent spécial Fox Mulder en 1990 a été minutieusement orchestrée par CGB Spender. Répondant à ces directives, elle parvint à gagner la confiance et l'amour de Mulder, qu'elle guida jusqu'aux X-Files. Fox se prit très vite de passion pour ses affaires irrésolues, et avec l'aide de Diana, il lutta pour que sa hiérarchie accepte de créer un service exclusivement dédié à ces cas. Fox venait de renoncer à la voie pavée d'or que lui avaient tracée les pontes du bureau. Mais pourquoi le fumeur avait-il placé Mulder aux X-Files? Essentiellement pour 2 raisons. Ce service, s'il était maîtrisé, pouvait devenir un puissant levier de désinformation pour le syndicat. En effet, depuis 1947, des histoires de soucoupes volantes, des photos truquées, des témoignages farfelus avaient été montés de toutes pièces afin de discréditer ceux qui cherchaient la vérité. Mulder a donc été conduit jusqu'aux X-Files dans le but de diffuser des faux. CGB Spender nourrissait aussi l'espoir de voir un jour le fils de Tina le rejoindre dans la conspiration. Mais pour cela, ce dernier devrait d'abord faire ses armes à l'école du paranormal.
Sous le couvert de ce qui a été appelé le projet scientifique le plus ambitieux de tous les temps, le docteur Terence Allen Berube menait des recherches sur le Purity Control. Pourtant, bien que mandaté par le gouvernement, ce brillant généticien ignorait visiblement qu'il travaillait pour le syndicat. Sa mission consistait à développer une immunité face à tous les germes, bacilles et virus connus. Pour atteindre son but, Berube clonait des bactéries issues du fœtus extraterrestre stockées à Fort Marlin, puis les injectait à des singes pour déclencher une mutation de leur génome. Quand le projet commença à porter ses fruits, le docteur Berube voulut en faire profiter ses amis, alors en proie à un cancer généralisé. Grâce aux apports génétiques de cette thérapie, le docteur William Secar et 5 autres sujets finirent par se remettre de leur maladie et purent poursuivre une vie plus ou moins normale, aussi normale que possible pour des hommes dotés d'une force surhumaine et de la capacité de respirer au fond de l'eau. Les premiers hybrides viables par thérapie génique venaient de voir le jour, et bien qu'encore imparfaite, la technique de Berube risquait à moyen terme de produire des hybrides parfaits, un signal attendu par les colons extraterrestres pour le début de la colonisation. C'est pour repousser cette tragique échéance et éviter que l'affaire ne s'ébruite que les conspirateurs décidèrent d'éliminer ce docteur dont les travaux avançaient bien trop vite, du moins bien plus vite que la recherche d'un vaccin contre l'huile noire. Désormais, il faudra bien distinguer les hybrides issus d'une thérapie génique qui sont nés humains des hybrides issus d'un clonage qui, eux, sont nés hybrides. Ancien de la CIA, ce natif du Texas est recruté dans les années 1950 par le State Department pour renforcer les effectifs de la cellule de veille. Redoutable agent de désinformation, ses mensonges auraient tué plus de monde en un jour que l'homme à la cigarette n'en a tué depuis qu'il est né. Ronald, comme nombre de ses collègues au gouvernement, rejoint les rangs du syndicat en 1973, persuadé alors qu'il s'agit de la meilleure stratégie à adopter pour obtenir des tissus extraterrestres sains ainsi que des informations sur l'ennemi. Pourtant, quelques années après la signature du pacte de collaboration, il se trouve en désaccord profond avec la politique menée par les conspirateurs. Las de leur implication trop forte dans le projet de colonisation, réalisant qu'aucune action de résistance efficace n'émergera d'un groupe si corrompu, il finit par faire usage de son droit de démission, à l'instar de William Mulder et d'Alvin Kurzweil. Dès lors, il se réinvestit pleinement dans l'action de résistance gouvernementale, sans pour autant trahir l'entreprise à laquelle travaillent toujours certains de ses collègues. Il souhaiterait pourtant voir changer les choses, mais de crainte d'être neutralisé, Ronald se refuse à mener des actions de front contre le syndicat. C'est à cette époque qu'il devient gorge profonde. Déjà en charge de la très secrète Brigade d'intervention ufologique, une unité d'élite du Department of Defense, spécialisée dans la récupération d'épaves d'OVNI et l'exécution d'entités biologiques extraterrestres, ce personnage sulfureux devient au début des années 1990 conseiller spécial à la Maison-Blanche pour les questions de sûreté nationale. Siégeant au National Security Council, il entre dans le cercle fermé des hommes du président. Fier de son nouveau statut, il tentera dès lors d'abattre le syndicat en servant de guide à Fox Mulder. Figure avinculaire, gorge profonde et très attaché au fils de son ami et croit sincèrement en sa quête de vérité. Mais il sait aussi que le jeune agent du FBI n'est pas prêt à accepter cette atroce vérité qui fut découverte en 1947, ce qui explique certains mensonges qu'il peut lui faire. Un certain X succédera à gorge profonde auprès de Fox Mulder. Froid et paranoïaque, l'homme est à l'opposé de son prédécesseur, mais semble disposer des mêmes sources d'informations. Celles-ci sont le plus souvent liées aux activités du Department of Defense. Né durant la guerre froide sur l'initiative de la CIA, ce projet s'inspira largement des expériences qui avaient cours en Chine et en URSS. L'obsession de la compagnie à cette époque était de parvenir à mettre au point, au moyen de gaz et de drogue, diverses techniques de lavage de cerveau et de contrôle des esprits. Des méthodes susceptibles d'être utilisées sur des agents soviétiques capturés en mission. Ainsi, depuis la fin des années 1980, le syndicat tenta à plusieurs reprises de diversifier ses techniques, notamment avec l'épandage de pesticides expérimentaux dans la petite ville agricole de Franklin en Pennsylvanie, mais également avec la diffusion de signaux télévisuels hertziens à Braddock Heights dans le Maryland. Ces simples catalyseurs ont suffi à exacerber les phobies des personnes exposées, soulevant un vent d'hystérie et de folie meurtrière.
Au final, les résultats de ces expériences se sont révélés très positifs. Aux grandes dames de l'homme à la cigarette, la collaboration entre les agents Scully et Mulder a produit des résultats totalement opposés à ceux escomptés. La mort d'un officiel permettra de mettre un terme aux activités de Mulder et Scully, mais leur détermination n'aura pas pour autant été ruinée. C'est le constat que va faire Alex Krycek, un mercenaire du syndicat infiltré au FBI. Sur ses recommandations, on assistera à la première action agressive du syndicat contre Fox Mulder. En octobre 1994, Dana Scully est enlevée par Dwan Berry, un évadé de l'asile et ex-agent du FBI de surcroît, prétendument manipulé par des extraterrestres. Séquestré par l'armée, Scully ne réapparaîtra qu'un mois plus tard, plongé dans un profond coma, résultat d'une série de tests qui a affecté son métabolisme. Au sein de l'Institut Lombard, un procédé d'amplification des radiations provoqua chez elle une superovulation. La totalité de ces ovules furent prélevés pour alimenter une banque de cellules reproductives du syndicat. Cette expérience est la cause directe de la stérilité dont souffre Dana Scully. La jeune femme fut également soumise à une expérience d'hybridation par thérapie génique qui, selon toutes les apparences, a été un échec. Elle n'aurait d'ailleurs jamais pu survivre au poison biologique qui polluait son organisme sans une puce informatique implantée à la base de son crâne. Ces opérations se déroulèrent dans un wagon secret du gouvernement où Scully fut prise en charge par un certain docteur Shirozama. Au milieu des années 1970, plusieurs clones russes seraient entrés aux États-Unis grâce à un seul et unique passeport germanique. Certains même auraient atteint une position stratégique dans l'establishment médical, attendant le jour où une guerre éclaterait entre les superpuissances capitalistes et communistes. Les Grégor se seraient alors mobilisés pour anéantir tout le système immunitaire américain grâce à de sournoises actions de contamination et de sabotage. Si ce plan ambitieux et insidieux semble bien avoir été imaginé du temps de la guerre froide, il n'est dans l'affaire de la colonie qu'un écran de fumée conçu par la conspiration pour tromper la vigilance de Scully et Mulder. Et si l'on a cherché à tuer les Grégor, ce n'est ni parce qu'ils sont des colons extraterrestres, ni parce qu'ils sont des agents dormants russes. Ces clones ne sont en réalité que des déchets d'expérience. En effet, avant même d'envisager la transformation de certains humains en hybrides, le syndicat devait parvenir à créer de toutes pièces des hybrides qu'il étudierait afin de percer les mystères de leur nature. Une fois ces analyses terminées, ces clones devenaient de simples travailleurs sur les préparatifs de la colonisation. Les Grégor sont donc des hybrides révoltés qui, se sachant immunisés contre les effets de l'huile noire, ont tenté de coloniser la Terre en se multipliant eux-mêmes grâce aux embryons récupérés dans les cliniques où ils pratiquaient l'avortement. Ayant le plus grand mal à contenir leur prolifération, le syndicat fit appel en définitive aux chasseurs de primes extraterrestres pour régler le problème. Sans le moindre répit, il traquera les deux hybrides Grégor et Samantha, à l'origine de la révolte. La tribu Anasazi fut enlevée par les colons extraterrestres à cause de son immunité naturelle face aux effets de l'huile noire. Rappelons que les sages de cette tribu avaient formé à Pueblos le premier gouvernement secret qui tenta de contrecarrer les plans de colonisation des Gris. Ces Amérindiens descendaient de peuplades mongoloïdes d'Asie et d'Océanie qui avaient débuté une lente migration vers le continent américain il y a près de 40 000 ans environ. Lorsque l'huile noire infecta les premiers hommes, au cours de la préhistoire, certains développèrent une résistance peu commune au virus qui fut transmise aux Indiens Anasazi, Huichol et Tungus. D'autres assimilèrent même certaines facultés de l'huile noire, comme la lecture psychique. Gibson Praise, qui est originaire des Philippines, a hérité de ce don. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, où nous traiterons des événements qui se sont déroulés entre les saisons 3 et 6. En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, mais surtout n'oubliez pas que la vérité est ailleurs.